Merci à toutes et tous d'être là pour cette première session de l'ouverture du regard qui va donc se faire dans la continuité du photoclatch. Le photoclatch, on se retrouve quand même très régulièrement à parler de photos, à feuilleter des livres. L'idée de l'ouverture du regard, c'est d'aller un peu plus loin, d'avoir une... une sorte un peu de conférence, voilà, un peu plus dense sur un sujet. J'ai choisi donc celui de la photo documentaire parce que c'est un sujet photographique qui nous intéresse en particulier à travers tous les travaux que l'on a présentés, à travers les photographes qui sont régulièrement invités au Lierre, à travers même le réel en vue. Voilà, même si ce sont des films, il y a cet aspect documentaire qui est important. Puis il y a le docu-clatch qui est vraiment axé sur le document. Et puisqu'il fallait choisir aussi un thème un petit peu plus précis que la photo documentaire, j'ai choisi celle du paysage. C'est quelque chose peut-être d'un peu arbitraire, mais c'est quelque chose qui, moi, me parle en particulier parce que c'est une photo que je pratique. Beaucoup de mes sujets sont des sujets qui incluent des paysages. Donc voilà, c'est un sujet que je connais bien. C'est un terrain un peu plus facile pour une première pour moi. Et c'est ce dont on va parler ce soir. À propos de l'ouverture du regard, pourquoi ce format et quels en sont les objectifs? Il y a 3 axes. Un axe de connaissance, c'est le plaisir d'apprendre des choses, mais je veux pas non plus que ce soit que de l'érudition et que ce soit que des noms de photographes, des références, des choses. C'est comprendre pourquoi ces photographes, pourquoi leurs travaux sont intéressants, pourquoi ils ont été précurseurs, pourquoi ils ont été avant-gardistes, pourquoi ils en inspirent d'autres. Et puis, je pense que quelque chose aussi d'important, c'est de pouvoir nourrir la pratique de chacune et de chacun. Au photoclatch, on fait tous de la photo à un niveau... il y en a qui en font beaucoup, il y en a d'autres qui en font moins, mais c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 50 minutes en mode un peu conférence, qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qu'on peut appliquer à sa propre pratique. Ce qu'on va aimer, ce qu'on va pas aimer, ce qui va nous inspirer, ce qui au contraire va plutôt nous rebuter, de l'inclure dans la pratique. Donc il y a vraiment cet objectif. Je veux pas que ce soit juste un exposé et simplement apprendre des choses, c'est pouvoir l'utiliser concrètement. Le format, c'est 50 minutes. J'ai répété, j'ai essayé de le calibrer. Je pense que ça tient 50 minutes. Il est possible aussi un moment que ça déborde, donc n'hésitez pas à m'arrêter, à m'interrompre, à me dire là, trop chiant, il faut passer. Je vais projeter des choses et puis aussi, on va regarder pas mal de bouquins, comme c'est quelque chose qu'on fait habituellement. Là, il y a un procédé technique qui, j'espère, va fonctionner. A priori, on voit. Ça permet de présenter à tout le monde et puis ça permet de regarder vraiment des travaux photographiques qui sont publiés, de découvrir à la fois les auteurs, les éditeurs. Donc, le livre est aussi au cœur du format. Je rentre dans le sujet tout de suite par un travail de définition. Alors, dans le sujet photographie documentaire de paysage, 2 termes importants. Le document. Donc, je vais sortir effectivement de mon propos tout ce qui est photo que je vais pas... Alors, ça reste aussi très arbitraire, mais que je vais pas considérer comme documentaire. Tout ce qui peut être photo plasticienne, photo de mode. Il y a bien d'autres domaines de la photo que le document, même si on va voir que la photo documentaire, des fois, c'est pas hyper simple non plus de la définir. Est-ce qu'elle est journalistique? Est-ce qu'elle est scientifique? Est-ce qu'elle a aussi une dimension artistique, cette photo documentaire? Donc voilà, ce que j'ai choisi, ce que je vais vous présenter, auteurs et travaux, eux-mêmes se présentent comme photographes documentaires. Donc moi, je leur fais confiance sur ce point, mais on va essayer de voir effectivement ce qui les rassemble autour de cette question du document. Alors, le paysage, c'est pas beaucoup plus facile à définir parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs échelles de représentation du paysage. En plus, en photographie, on utilise différentes focales. Donc, d'un point de vue visuel,
Un paysage, ça peut être large, ça peut être restreint. Mais bon, ça, voilà, on va avoir beaucoup d'exemples et on va pouvoir se faire une idée assez précise, je pense, de ce qu'est un paysage. Que ce soit un paysage naturel, que ce soit un paysage urbain, donc moins naturel, que ce soit un paysage rural, qu'il soit animé, c'est-à-dire qu'il y ait la présence d'individus, de personnes, d'animaux, enfin voilà, ou est-ce qu'on a un paysage complètement vidé d'une quelconque présence vivante. Donc voilà, ça fait aussi partie des axes d'analyse du paysage. Et puis, dans cette définition, on va voir si on peut trouver des critères esthétiques. Alors là, on rentre d'ailleurs un peu même dans le conseil pratique. Est-ce qu'il y a une façon un peu belle, voilà, c'est le sens de l'esthétique, chercher la beauté, de faire un paysage? Est-ce qu'il faut composer par tiers? Est-ce qu'il faut tout déstructurer? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Voilà, ça c'est vraiment le dernier point de réflexion sur ce sujet. Alors, faut que j'aille dans le bon sens. S'il faut présenter 3 images, alors des images de paysages, d'avoir des typologies de paysages, j'en aurais pu en présenter 100. Voilà, j'en ai choisi 3 parce que ça rentrait à peu près sur l'écran. J'ai pris 3 auteurs que j'aime moins, mais qui là sont peut-être sur quelque chose de moins attendu de leur part. Des choses alors qui sont à peu près de la même temporalité, hein. On va des années 80 jusqu'aux années 2000. Il n'y a pas de photos très anciennes. Il n'y a pas de photos très, très récentes. Mais voilà, aujourd'hui, 3 types de paysages en photographie. On a quelque chose d'assez esthétique chez Pierre de Fenouil, quelque chose de, voilà, en noir et blanc, une photo qu'on pourrait estimer classique. Un paysage a priori rural, a priori inanimé. Quoique si on regardait un peu plus en détail, on verrait qu'il y a quand même des habitations qui montrent que ce n'est pas qu'un paysage naturel. On a au milieu Robert Doisneau, donc, qu'on n'attend pas forcément sur ce type de photographie, même si son travail pour la Datar, dont on va reparler, il est assez connu maintenant, mais là, avec un paysage radicalement différent. On est quelque chose de très urbain, on a presque quelque chose qui tient à une architecture un peu de science-fiction. Ça reste pour moi une photographie de paysage, et pour l'auteur aussi. Et puis, tout à droite, Bertrand Stofflet, dont on va parler aussi à travers notamment la mission photographique Grand Est. C'est une photographie de paysage qui a l'air assez simple, assez anodine dans ce qu'elle représente, quoi, qui a la présence un peu singulière, ouais, de cette voiture au bord de l'eau, qui est dans une série documentaire consacrée au Rhône. Donc voilà, 3 premières images de paysages qui peuvent servir de définition, mais qui, à mon avis, ne sont pas suffisantes. Donc voilà, il va falloir creuser et voir d'autres choses pour avoir un panorama plus complet de ce qu'est le paysage en photographie documentaire aujourd'hui. Alors, toujours sur la définition, parce que c'est vraiment, je pense, important de bien savoir de quoi on parle avant de continuer à regarder des photos. J'ai pris 2 définitions de dictionnaire. Un dictionnaire ancien, celui d'Émile Littré, 19e, mais qui est un ouvrage assez fondateur pour la définition de la langue française moderne, voire même contemporaine. Et comme à un moment, je vais avec vous chercher un peu les racines de la photographie paysagère, je voulais avoir, voilà, une définition ancienne qui est, alors, pas tout à fait contemporaine du début de la photographie, puisque c'est même encore plus tôt, la photographie, au 19e siècle, mais disons à une époque où elle se développe beaucoup et elle devient un médium qui est utilisé. Et on voit que Littré donc, donne 3 définitions du terme paysage. C'est une étendue d'un pays que l'on voit d'un seul aspect. Alors ce côté visuel, moi, m'intéresse, le fait que c'est quelque chose qui est que l'on voit d'un seul aspect, qui est un panorama. Donc le paysage doit englober une sorte de totalité dans cette définition. Et puis, deuxième point, alors on passe sur quelque chose une définition complètement différente. Pour lui, c'est un genre de peinture qui a pour objet la représentation de sites champêtres. Donc c'est hyper précis comme définition. Déjà, c'est pictural, c'est a priori artistique, et en plus, ça représente un site champêtre. Donc il n'est pas question de ville, de milieu urbain ou même industriel. En 1868, il y a déjà
il y a déjà des paysages industriels qui se peignent et qui se développent. Pour Littré, voilà, ça reste quelque chose d'assez réducteur, en fait, dans sa définition. Et puis, troisième point, un paysage, c'est par métonymie, c'est un tableau qui représente un paysage. On ne dit pas un tableau de paysage, on parle d'un paysage. Et est-ce qu'en photo, on peut dire la même chose? On le saura un peu plus tard. Pardon. La définition beaucoup plus contemporaine, donc là, ça vient de la page internet du Larousse en 2023. Étendue spatiale, naturelle ou transformée par l'homme, qui présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle. Alors, on retrouve cette définition visuelle, ça nous intéresse vraiment en photo. Ce côté étendu, c'est le même terme qu'utilisait Littré en 1868. Étendu, quelque chose qui a une spatialité, qui effectivement occupe un espace. Et là, on a une définition soit naturelle, soit transformée par l'homme. Voilà, c'est assez binaire. Il y a la nature et il y a la présence de l'homme qui définissent un paysage, qui s'affrontent. On le verra aussi, ça y est, cette définition ne le précise pas. On donne quand même quelques exemples: paysage forestier, urbain, industriel. Deuxième point, vue d'ensemble que l'on a d'un point donné, on retrouve ce côté panoramique, ce côté complet d'un paysage, ce côté visuel, donc photographique à mon avis. Aspect d'ensemble, donc vraiment ces trois définitions, elles insistent sur la même chose, la cohérence d'un paysage. Et voilà, le paysage est même rentré dans le vocabulaire sur d'autres terrains, un paysage politique d'un pays. Après, alors les deux dernières définitions m'intéressent moins, quoique peinture, gravure de dessin, un type intermédiaire de châssis pour des tableaux. Comme quoi, encore en 2023, il y a un lien, quand on parle de paysage, avec la peinture, le dessin, la gravure, des choses que je vais évoquer dans les origines de la photographie de paysage. Donc, une fois ces définitions posées, mes objectifs dans tout ce qu'on va voir ensuite, c'est répondre à plusieurs questions. Quelles sont les racines de la photographie de paysage? D'où elle vient? Comment elle s'est construite jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les tendances actuelles? Moi, je trouve ça toujours vraiment intéressant, notamment quand on pratique la photographie, de voir ce qui se fait, ce qu'on peut aimer, ce qu'on peut ne pas aimer, mais voilà, quel est aujourd'hui l'état de l'art en matière de photographie paysagère. Et pourquoi on le fait? Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui de faire de la photographie de paysage? Et avec quels moyens? Et comment elle se fait aujourd'hui? Est-ce que ça reste un procédé très simple, très classique, très académique, ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui, dans la pratique, sont très neuves et très contemporaines? Alors, cette partie spécimen, ça va être, là, cette fois-ci, maintenant, regarder les auteurs et les travaux. Et on va commencer par Émilie Vialet, que j'ai choisi parce que c'est vraiment une des premières autrices photographes de photographie paysagère que j'ai vues. Alors, ça remonte à quelques 10 ans, voilà, quand j'ai commencé un peu plus sérieusement la photographie. Donc, ça me paraissait intéressant de commencer par elle, parce que ça a été ma première impression, première inspiration en termes de photos. Et il y a 2 projets à laquelle elle a participé, qui sont tous les 2 des projets collectifs. France Territoire Liquide, donc qui a rassemblé une quarantaine de photographes, dont certains qu'on va retrouver plus tard. Il y avait encore très récemment le site du projet qui était en ligne. Je voulais vous le montrer. En fait, depuis quelques jours, le site ne fonctionne plus. Une espèce de hasard un peu malheureux. Mais il y a une publication qui a été faite. Et beaucoup des auteurs de France Territoire Liquide a participé à une expo, un travail photographique, alors à la fois de commande et à la fois qui a rassemblé aussi des archives, qui a été piloté par la Bibliothèque nationale de France et qui s'appelait Paysage français, une aventure photographique, donc où il y avait à la fois de la création très contemporaine et commandée pour, et des images d'archives qui dataient des années jusqu'en 1984, qui est une date importante. On va en reparler avec le projet de la Data. Alors, Émilie Vialet, voilà une de ses photos. S'il faut commenter la photo très rapidement, on a une photo qui est composée de façon, on pourrait dire, presque classique, avec des tiers. On a une photo d'un paysage complètement naturel.
il y a pas a priori de présence, humaine ou d'un élément qui serait apporté d'une main humaine, donc on est vraiment sur un paysage naturel. Hem, on est effectivement, on le sait grâce à la légende, dans les Landes, mais je trouve qu'il y a pas il y a pas, alors peut-être hormis la forêt de pins derrière, il y a pas d'élément, heu, qui dramatise la photo. Elle est finalement assez sobre, assez simple et voilà, elle compose sa vue des Landes pour sa série donc qui était dans France Territoire Liquide. Et une deuxième photo, alors sa série est beaucoup plus longue, hein, il y a une vingtaine de photos, mais vraiment dans la même série, toujours les Landes, donc sur autre chose cette fois-ci. On est aussi dans un paysage, on a une dune et on a là, cette fois-ci, un bâtiment qui amène clairement la présence humaine et c'est a priori même pas forcément un bâtiment abandonné puisque on a des parasols qui indiquent qu'on a, des gens qui ont été là il y a pas tant longtemps. Donc voilà 2 paysages qui rentrent dans la même série. On voit déjà d'un point de vue esthétique qu'on a une cohérence en termes de couleurs, en termes de format, en termes de composition. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Émilie Vialet, alors je vous redonnerai à la fin tous les liens, toute la bibliographie, tout ce qui est aussi, donc webographie, les liens, c'est son compte Instagram qui est le plus parlant, c'est là où j'ai retrouvé certaines des photos, et puis sa biographie. Et ce qui m'a intéressé dans son compte Instagram, c'est ça, c'est le tableau ici de Arnold Böcklin, qui est un peintre allemand, qu'elle a pris en photo dans une expo et qui, à mon avis, est une de ses inspirations. Enfin, voilà, c'est une photo de paysage, donc je me suis arrêté sur cette image pour l'instant parce que je vais parler, bien entendu, de tout ce qui est, héritage de la peinture, notamment de la peinture ancienne, dans la photographie, même chez des auteurs qui sont très contemporains. Deuxième spécimen, Frédéric Cornu, là qu'on va regarder à travers un livre. Alors à la fois parler de l'auteur, de son travail, aussi au passage de l'éditeur, Leitmotiv, j'en reparlerai plusieurs fois. C'est un éditeur qui est à Lille, et qui, fait un travail qui est, moi je trouve assez remarquable. Frédéric Cornu, c'est pas forcément un photographe de paysage à l'origine. Il a fait beaucoup de portraits, beaucoup de photos sociales, mais de la photo aussi documentaire. Par contre, il s'inscrit dans cette démarche documentaire et il a fait ici donc, une série sur, un territoire du nord de la France, à travers des projets d'aménagement du territoire et surtout de l'aménagement du réseau de canaux, de rivières naturelles, de réserves d'eau, un sujet qui est un peu d'actualité en ce moment. Et voilà, il a documenté ce territoire à travers cette série qui s'appelle La ligne d'eau. Et en fait, même dès la couverture du livre, on a une photo de paysage et une esthétique qui va en fait guider quasiment toute la série, puisqu'on a vraiment cette idée de ligne, même ligne au pluriel, avec des photos qui sont vraiment construites par strates, par ligne et par grande masse visuelle. Donc, si on le feuillette, alors il n'y a pas que ça, disons, la photographie serait peut-être un peu monotone. Il y a aussi des portraits, il y a aussi des photos de rue, qui sont peut-être presque même des paysages urbains. Mais on voit, alors j'essaie de faire en sorte que on voit un peu mieux. Voilà. On voit vraiment qu'il construit ses photos sur ce paysage en fait qui a très peu de relief, hein. On est dans le nord de la France, on est dans un plat pays, mais il arrive, voilà, à donner une consistance, une densité, à travers justement les compositions, les couleurs, les lignes, des éléments qui sont pas forcément des éléments naturels, mais qui viennent, compléter la construction des images. Il y a aussi une grande cohérence dans la chromie, dans le choix effectivement des couleurs, des éclairages, du ciel. C'est, moi je trouve que c'est un travail, enfin moi qui m'inspire beaucoup, et qui est assez remarquable. Voilà, je le feuillette encore quelques pages et j'en dirai pas plus.
pour passer à la suite et je vous le ferai passer ensuite. Donc voilà, Frédéric Cornu, La ligne d'eau. Jean-Michel André, qui est un photographe également documentaire, qui s'intéresse notamment à la géopolitique, et la série que je vais vous présenter ici, donc là qui est... alors, il y a un ouvrage qui s'appelle Borders. C'est bien. Là, c'est simplement un portfolio qui est un extrait en fait de son bouquin qui avait été publié dans un fichaille. Je vous donnerai les références aussi. Donc là, on a un sujet, enfin une pratique certes paysagère, mais vraiment avec un sujet de géopolitique, puisque Borders, les frontières en anglais, c'est une façon de documenter les frontières, notamment de pays qui sont sur des situations géopolitiques tendues, où il y a des problèmes migratoires, où il y a des conflits territoriaux, des frontières qui sont contestées. Donc, la série, elle est pareil, construite de façon assez simple. On a des paysages qui sont pareil, assez simples. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'effets dans la photographie. Elles restent néanmoins belles. Moi, je trouve que esthétiquement, elles sont vraiment réussies. Et à travers ces photographies, alors, on a aussi des photographies aériennes. Là, il y a des techniques qui changent un peu. C'est pas que de la photographie prise à la chambre ou avec un appareil photographique sur un trépied. Voilà, on a cette évocation. On pourrait lire les textes, mais je pense que les photos doivent être parlantes d'elles-mêmes. L'évocation, voilà, de conflits géopolitiques. Alors, Olivia Lavergne, qui est publié chez Leitmotiv aussi. J'ai pas retrouvé mon exemplaire du livre, mais je tenais quand même aussi à la présenter. Et puis, je trouvais ça intéressant de présenter des auteurs qui sont un peu dans les mêmes, chez les mêmes éditeurs, qui participent à des projets collectifs ensemble, parce que bah voilà, ils présentent aussi une sorte de cohérence à la fois en termes de génération, de culture, de formation, de ligne éditoriale. Donc, on peut véritablement les comparer. Moi, je trouve ça toujours plus intéressant de comparer des choses qui sont un peu du même univers, plutôt des choses très différentes, où là, de toute façon, la comparaison, elle se fait d'elle-même dans les extrêmes. Donc, Olivia Lavergne, un livre qui s'appelle Jungles, qui est publié chez Leitmotiv, et qui est un livre que j'ai eu un peu de mal à comprendre au départ. Pour moi, c'était simplement, effectivement, de la photo très plasticienne, photo qui m'a pas beaucoup ému au départ, mais en revoyant le livre plusieurs fois, déjà, j'ai fini en fait par comprendre. Alors, c'est peut-être moi en fait qui n'avais pas eu le bon niveau de réflexion au départ. Je pense pas que ce soit le propos reste fort et le livre très bien fait, mais c'est bien entendu un livre. Enfin, c'est bien entendu, ça l'était pas pour moi. Un livre sur l'écologie, sur les milieux naturels, sur les forêts primaires, sur les jungles. Il y a aussi un côté géopolitique, notamment pour des forêts qui se trouvent dans des zones de conflit. Donc, au-delà de cet aspect très beau esthétiquement, mais ouais, voilà, il y a un travail de document, il y a un propos qui est au même niveau de lecture finalement que la photo, que son aspect visuel. Voilà. Je vous remontrerai des photos de ce livre un peu après. Et une autre autrice de photos paysagères documentaires, Béatrix von Conta, que l'on va voir dans ce livre sur la mission photographique Grand Est, dont il y avait l'exposition à l'Arsenal il y a encore peu. J'espère que vous avez eu l'occasion de la voir. Pour resituer un peu le contexte, donc c'est une mission qui a été commandée par la région. Le projet a été porté par la Chambre à Strasbourg, et je crois aussi que le Cri des Lumières à Lunéville devait être partie prenante.
Et ils ont commandé donc à plusieurs auteurs photographes des séries photographiques qui documentent, on va dire, l'état du territoire sur ses aspects environnementaux, sociaux, économiques, géographiques, euh, et voilà, qui donc sont compilés à la fois dans une exposition et dans un livre. Et chaque auteur a pris un axe différent, mais qui voilà, apporte des connaissances sur notre territoire. Béatrix von Conta, sa série s'appelle Dans le miroir des sources. Elle l'a fait donc, on retrouve un peu la thématique de Frédéric Cornu sur l'eau, sur les rivières qui structurent le territoire du Grand Est. Donc, il y a la Meuse, il y a la Marne, il y a l'Aube. Et donc, elle a fait ce travail de suivre le cours des rivières et d'en rapporter des documents photographiques. Alors, avec, là, je pense, une esthétisation qui est déjà un peu plus importante, mais que j'aime, hein, que je trouve assez réussie. Donc, qui documente voilà, le cours et l'état de ces rivières, avec ce jeu d'un miroir qu'on va retrouver assez régulièrement, qu'elle vient positionner dans ses compositions. Donc, à la fois des sources, des confluents, des endroits, par exemple, comme Bourbonne-les-Bains. Là, ça fait partie des quelques photos qui viennent mélanger à la fois du paysage et de l'architecture. Enfin, c'est presque même pas du paysage, d'ailleurs. Voilà, avec bien entendu la présence de l'eau, hein. L'utilisation, alors là, on n'est pas sur une photo de paysage, mais l'utilisation effectivement des reflets qui donnent un côté une esthétique très maîtrisée à ces photos. Voilà pour Béatrix von Conta, dont on va reparler aussi un peu plus loin. Donc, voilà, je voulais vous montrer ce qui se fait aujourd'hui en termes de photographie, et maintenant j'aimerais vous expliquer et chercher avec vous voilà, d'où vient cette photographie de paysage, quelles en sont effectivement à la fois les inspirations et les transformations à travers l'histoire notamment du médium photographique. Mais on va voir que ça remonte à un peu plus loin. Il y a un projet important dans l'histoire de la photographie, qu'elle soit de paysage ou de document, d'ailleurs ça rejoint les deux. C'est ce qu'on appelle la mission héliographique, alors qui ne s'appelait pas exactement comme ça à l'époque, qui n'avait pas cet intitulé, mais en tout cas dans l'histoire elle est rentrée sous ce nom. Elle a été décidée en 1851 en France. Et il était question, donc c'est le gouvernement français du Second Empire qui l'a commandé à plusieurs photographes pour photographier 175 édifices. Alors le terme d'édifice, c'est beaucoup en fait de patrimoine historique, religieux ou civil, des châteaux, des cathédrales, des églises, des abbayes. Mais il y a aussi finalement beaucoup de paysages. En fait, on considère dès l'époque que le paysage est lui-même digne d'intérêt et fait partie du patrimoine. À ce groupe de photographes qui vont utiliser un procédé en fait photographique, l'héliographie. C'est un procédé qu'on a encore utilisé assez récemment pour notamment imprimer des livres, faire des tirages héliographiques ou des revues. Mais voilà, qui est d'un des procédés photographiques les plus aboutis de l'époque. Et il y a un découpage territorial de la France qui va se faire. Et chacun des photographes, alors avec leurs assistants, avec pas mal de matériel, vont partir pour réaliser donc ces photographies de commande des lieux, des villages, des édifices, des villes voilà, qui étaient dans la liste. Alors, il y a des noms assez prestigieux de la photographie du 19e siècle. Gustave Le Gray, Édouard Baldus, Hippolyte Bayard, voilà, ça, ce sont vraiment ce qu'on appelle les primitifs de la photo aujourd'hui.
sont vraiment les pères fondateurs de la photographie alors française et même internationale. Voilà, la France était vraiment en pointe à cette époque sur l'utilisation de la photo. Alors cette mission héliographique, elle se fait, simplement il faudra attendre, 1980 vraiment pour qu'elle soit publiée. En fait, les photographies, notamment les plaques de verre ont été, rangées, inventoriées, mais jamais publiées à l'époque et c'est le musée d'Orsay aujourd'hui qui les conserve. Alors qu'est-ce que ça donne en image la mission héliographique? Bah, c'est par exemple cette vue faite par Baldus de Vaison-la-Romaine, donc là avec sous la forme d'un calotype, donc, qui est une technique photographique argentique, donc faite à la chambre. Là, donc là c'est le négatif remis donc en couleur positive, mais c'est pas un tirage. Et bah, on voit effectivement, d'après moi, quelque chose qui est quand même assez proche encore de quelque chose de pictural, d'une peinture, d'un dessin, d'une gravure. Ces auteurs sont les premiers à pouvoir avoir le médium photographique pour faire ce genre de travaux et ils sont précédés par des générations et des générations de peintres qui ont été d'ailleurs parfois leurs maîtres. Donc il y a vraiment le poids de la peinture qui pèse encore sur cette photo. Voilà un autre exemple de photographie. Alors avec un point de vue effectivement qui est assez intéressant parce que là le photographe, ouais, il s'est mis en hauteur, il a cherché la plongée, d'avoir quand même un arrière-plan qui est assez présent et on voit une composition finalement de paysage que l'on a pu déjà voir dans ce que j'ai présenté tout à l'heure chez des photographes plus contemporains. Cette mission héliographique, elle a elle-même en fait un précurseur, alors à la fois dans l'image, mais aussi sur le document. Il y a une édition qui s'appelle Le Voyage pittoresque et romantique dans l'ancienne France, alors qui s'est tenue sur une très longue période du 19e siècle. Donc en 1820, à un moment où la photographie là n'existe pas, hein, Daguerre c'est quelques années après. Pardon, Daguerre ou même Niepce, c'est quelques années après. Et elle se termine en 1878, à un moment où effectivement la photo est déjà beaucoup plus utilisée dans beaucoup d'applications. Donc c'est pas un projet photographique, c'est un projet qui va se faire par le dessin et par la lithographie, qui est un procédé d'impression, de gravure sur une pierre et ensuite imprimé sur un papier. Et en revanche, ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est son côté documentaire et systématique. Même principe que la mission héliographique un peu plus tard, c'est un inventaire de lieux emblématiques du territoire français. Donc là, c'est la monarchie française restaurée qui va commander, qui va pas commander directement, mais du moins qui va inspirer au Baron Taylor cette commande qui va être passée à différents artistes plus ou moins renommés. Alors on a un très grand nom qui est par exemple Ingres, hein, qui est un grand peintre officiel, très apprécié, très renommé, qui va participer à ce projet. Et puis vous avez des gens moins connus, comme par exemple Louis Daguerre, mais qui sera connu bien plus tard pour son procédé photographique, le daguerréotype, mais qui ici va intervenir comme dessinateur. Il faut savoir que Daguerre, c'est avant tout un dessinateur de décors, de panoramas, qui est formé à la peinture académique et au dessin, avant, bien entendu, de pratiquer la photographie plus tard. Donc, ça me paraissait intéressant de voilà, citer ce travail documentaire encyclopédique qui va composer au final 23 volumes, mais qui vont représenter les paysages français tels qu'ils étaient à travers le 19e siècle. Et en 2014, il y a eu justement une exposition au Musée de la vie romantique à Paris, si je ne me trompe pas, d'une grande partie effectivement des lithographies qui avaient été et des dessins préparatoires qui avaient été faits pour ce projet. Alors voilà un exemple
d'une vue tirée des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Donc, c'est une lithographie d'un certain Louis Hague, mais d'après un dessin que Daguerre a fait sur le motif, donc à Thiers, dans le Massif central. Et voilà, finalement, même si on comprend que c'est un dessin, que c'est pas un procédé photographique, on n'est pas très loin dans la composition et dans l'esthétique de ce que l'on a pu voir juste avant chez Baldus dans la mission héliographique. Simplement, bien entendu, viennent se rajouter quelques éléments voilà, qui montrent que on est vraiment dans une vocation de dessin. Par exemple, le personnage qui est au premier plan, oui, on voit que là, c'est une figure dessinée. C'est pas une figure qui est réelle et qui a été photographiée. Je vous remonte justement par comparaison la lithographie et la photographie quelques années après. On est à 20 ans d'écart. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette photographie en fait, de Baldus, elle a été faite à la chambre, bien sur le motif, sur site, mais en fait, elle a été retouchée, cette photo. Je ne sais pas si on le voit bien, oui, si on le voit suffisamment sur la projection, mais le ciel, le ciel n'a pas été photographié comme ça. Les nuages, en fait, ont été retouchés sur la plaque de verre, sur le négatif. Et finalement, on a une esthétique du ciel dans ce paysage qui est assez proche de ce qu'on avait sur la gravure qui a été dessinée. Donc, au moment de la mission héliographique, on est encore à mi-chemin entre une pratique photographique qui se fait par un procédé voilà, qui ne laisse pas forcément la place à l'invention. On prend le sujet, on prend ce paysage tel qu'il est. On peut difficilement, en plus, un paysage le mettre en scène. Voilà, et on ne peut pas déplacer les arbres, on ne peut pas déplacer les bâtiments. Mais en même temps, l'auteur se permet de réintervenir pour lui donner une dimension esthétique, une dimension d'œuvre d'art. Un ciel tout blanc, uniforme, tel qu'on peut le faire aujourd'hui, par exemple, dans certains auteurs de photographie documentaire de paysages très contemporains le font pour donner un aspect très neutre à leur photographie. Non, à l'époque, il fallait qu'il y ait quelque chose d'esthétique, de beau à voir dans le ciel, et donc de voir ces nuages qui sont un élément finalement dessiné dans le travail photographique. Et finalement, donc je remonte encore le fil un peu plus loin, là j'arrive au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle. En fait, cette tradition des vues qui viennent documenter un aspect du territoire, du paysage, elle remonte à cette époque du premier XVIIIe siècle, donc 1760, c'est le règne de Louis XV. C'est un moment où la France connaît une expansion économique vers son empire colonial, reconstruit ses ports, reconstruit une marine marchande, et le gouvernement, le roi, va commander à des graveurs et à des peintres des vues des différents ports de la France. Donc ici, on a le port de Marseille, on a le port de Bayonne, il y a celui de Toulon, enfin, ouais, il y en a plusieurs représentés dans cette gravure, et va imposer quelque part une esthétique aussi très uniforme et très objective, même s'il y a des choses qui sont un peu, qui sont de l'invention. Ces graveurs et ces peintres, comme les photographes aujourd'hui, essaient d'avoir quelque chose d'assez systématique, d'assez sériel, qui vont amener une valeur vraiment de document à ces gravures. Même si, bien entendu, là, on ne peut pas penser la suite, puisque ils ne savaient pas qu'il y allait avoir des moyens de produire des images photographiques. On a, dès cette époque, cette intention d'avoir quelque chose de l'ordre du document et de l'ordre de la vérité, même si, bien entendu, elle laisse la place à un peu d'invention. Et c'est vraiment cette gravure qui est une première image aussi, alors je dis mass média, qui se distribue à très grande échelle, comme la photo aujourd'hui, parce que une peinture, on met du temps à la produire, c'est une pièce, un exemplaire unique. Autant la gravure au XVIIIe siècle, on a la possibilité, à partir d'une seule plaque de cuivre gravée, de produire des centaines et des centaines de tirages de la même épreuve, de la même gravure,
qui vont se vendre et qui vont être acquises par un public très, très large, effectivement, notamment de marchands, de bourgeois, de gens qui sont dans cette économie que montrent les gravures sur les ports français. Donc, voilà, très tôt, on a dans la tradition de l'image, même si elle n'est pas photographique, cette volonté de documenter. C'est aussi une façon de rationaliser le paysage, hein, de le maîtriser pour le gouvernement, le fait d'en faire des séries photographiques, de les inventorier, de les publier. C'est une façon vraiment voilà, d'affirmer l'emprise d'un État sur son territoire. Et peut-être même on peut pousser effectivement la réflexion jusqu'à un certain niveau de propagande. Là, par exemple, dans le cadre de la commande de Louis XV, on est vraiment sur de la propagande. Il s'agit de s'affirmer à côté des autres puissances européennes, parce qu'on montre les images des ports français qui sont beaux, qui sont rationnels, qui sont bien construits, où il y a des bateaux, ils sont fortifiés. Donc, on est sur au-delà même d'une démarche de document, sur une démarche de propagande. Je parle d'un projet également important dans la culture photographique, c'est celui de la FSA, donc aux États-Unis, où on va retrouver des grands photographes américains tels que Walker Evans, Dorothy Lange, que je cite ici. Il y en a beaucoup d'autres. On connaît toutes et tous ces photos. Elle se fait dans un contexte très particulier. C'est une commande aussi du gouvernement américain au moment de la Grande Dépression pour, une fois de plus, affirmer cette gouvernance de l'État sur ces territoires, montrer effectivement que les États-Unis, c'est un territoire très vaste, mais que l'État s'y investit par des programmes sociaux, par des programmes économiques. Donc, je pense que vous avez les images en tête. Je vous conseille d'aller les voir et d'aller les revoir. C'est vraiment un travail important dans la photographie documentaire de paysage et sur bien d'autres aspects aussi, sur la photographie sociale, qui est assez fondateur. Voilà une photographie. Alors, j'ai pas pris un des grands classiques, puis j'ai pris surtout quelque chose qui était quand même du domaine du paysage, Arthur Rothstein. Donc, on a une photo qui est assez paisible, qui est presque même aussi assez anodine. Photo animée, on a les deux enfants qui sont en train de pêcher là sur le bord de la rivière, donc on a quelque chose d'assez d'assez paisible et d'assez. C'est pas les photos dramatiques de Walker Evans ou de Dorothy Lange. Et puis on a, je pense aussi, encore une référence à la peinture, à cette façon d'éclairer, cette façon de positionner les maisons. On pense par exemple à la peinture de Hopper, qui est vraiment très proche, à la fois dans le sujet et dans la composition. Donc voilà, ça je voulais le citer à la fois pour l'aspect documentaire et l'aspect visuel, et toujours ce rapport à la peinture, qui est à mon avis une source importante pour la photographie. Alors, en conclusion, d'autres éléments fondateurs de la photographie documentaire de paysage, voilà, depuis le voyage pittoresque dans la France romantique, la mission héliographique, la FSA américaine. En France, on a ce projet qui est le projet de la Datar. Je vous montre le livre. Alors, il y a un site que je vous donnerai aussi dans les liens, où il y a quasiment toute la série qui est publiée. Ça, c'est un livre au sujet de la mission photographie de la Datar. Tout n'est pas dedans, mais c'est vraiment une analyse à la fois historique et critique de la série. Et donc, vous allez retrouver Doisneau, vous allez retrouver Pierre de Fenouil, Suzanne Lafont. Donc ça, on retrouve la photo de Pierre de Fenouil que je montrais tout à l'heure. Et puis celle-ci aussi, qui était un photographe remarquable. Gilbert Fasnekens également. Donc voilà, ça c'est vraiment à connaître. Je vous passe le bouquin ensuite. Si vous aimez la photographie de paysage et si vous en faites, je pense qu'il faut le connaître. Il y a toujours des choses intéressantes à aller chercher. Alors à la fois donc photographie de paysages naturels et beaucoup de choses industrielles, urbains. On est au début des années 80, voilà, un moment un peu charnière de l'histoire économique et sociale du pays, donc c'en est vraiment le reflet. Et c'est ce que demande finalement la Datar à ses photographes, c'est d'avoir à la fois une vision
objective, il faut ramener des documents du terrain, mais aussi d'avoir un engagement, montrer quelles sont les forces ou les faiblesses, les éventuels problèmes qu'a ce territoire. Donc, c'est à la fois des séries qui sont très belles, mais c'est aussi des séries qui sont, bah, voilà, sans concession. Il y a des friches industrielles, il y a des zones surexploitées d'un point de vue urbain. Donc, ça dit vraiment quelque chose sur l'état du pays à ce moment-là. Et je pense que vraiment, cette mission, elle a été réussie dans beaucoup de sens du terme. C'est qu'elle a vraiment servi au travail de la data. Et en plus, elle a été fondatrice de 1001 autres projets de photographie territoriale et documentaire qui ont été menés ensuite. On va en parler. Bah, voilà, la mission Grand Est que je montrais tout à l'heure. Je vous remontre voilà, quelques images, peut-être un petit peu plus loin. Là, on retrouve des paysages industriels. Ça, c'est Éric Tabuchy. C'est, je pense, vraiment l'héritière directe de la data. Je pense que tous les auteurs qui ont travaillé à cette mission Grand Est connaissent par cœur ce qui avait été fait par la data 40 ans avant. Et des initiatives, il y en a en fait beaucoup d'autres. J'en découvre, je dirais pas tous les jours, mais à l'occasion de préparer ce contenu, j'ai découvert des choses. Il y a en ce moment même, donc en Ille-et-Vilaine, le travail de Guillaume Bonnel, qui est présenté dans une exposition qui s'appelle Paysage imminent. Et Guillaume Bonnel donc, a fait cette série qui est un travail de commande de l'Ille-et-Vilaine dans le cadre de ce qui s'appelle les observatoires photographiques du paysage, qui est un programme qui est mené par le ministère de la Transition écologique et de l'aménagement du territoire. Je ne sais plus, c'est un ministère qui change de nom assez fréquemment. Voilà, mais en tout cas, qui est un programme tout à fait national, qui a des relais dans chaque territoire, alors avec plus ou moins de densité, mais dans chaque région, chaque parc naturel, chaque département, on peut trouver ce genre d'initiative ou des photographes. Alors, à des niveaux aussi il y a vraiment des commandes auprès de photographes pros, mais ça peut venir d'associations, ça peut venir de photographes amateurs qui viennent contribuer à partir du moment où leur travail est encadré, assez méthodique et voilà, d'une bonne qualité, peuvent venir contribuer à ces observatoires photographiques du paysage. Il y a tout un site, je vous envoie ensuite le lien. Et ça, c'en est un extrait. Et je trouvais ça vraiment intéressant, la façon en fait dont ils abordent la question de la photo de paysage. C'est que ce sont des photos qui sont purement des outils. Voilà. C'est fait pour se dire en Haute-Marne, quels sont les aspects du paysage, est-ce qu'ils sont protégés, est-ce qu'ils changent. Et en fait, très curieusement, en fait, ces photographies, alors je ne sais pas si on ne lit pas forcément très bien. Là, on lit, par exemple, problème d'échelle du bâtiment par rapport au village, et en particulier de l'église. En fait, ces photographies viennent se prononcer sur des critères esthétiques du paysage. Alors, on pourrait trouver ça assez curieux pour une mission très officielle d'un ministère. Qu'est-ce que l'esthétique vient faire dans cette mission de l'État qui peut s'occuper d'écologie, d'économie, de société, mais à travers ces observatoires du paysage, en fait, elle vient s'occuper aussi d'esthétique, préserver des paysages dans ce qu'ils ont de beau, parce qu'on a vraiment ici des notions de problèmes d'échelle, problèmes de juxtaposition non ordonnée des bâtiments agricoles. Et là, je trouve que voilà, la photo, avec sa dimension artistique, elle porte vraiment son efficacité sur une problématique qu'ont des territoires, qu'ont des collectivités, qu'ont un ministère, que je soupçonnais pas. C'est les DE qui définissaient les permis de construire et les Ouais. permis de construire étaient Alors, définis par des critères. Exactement. Pas, ou comme les une archives. maison de 50 étages devant. Ah ben, exactement. C'est le constat photographique
de ce que, entre guillemets, le fonctionnaire avait devant les yeux par rapport à son travail. Et donc, ce côté toujours subjectif qu'on a dans la photo, quoi qu'on puisse faire, même si on essaye de cadrer avec justesse, de ne pas rajouter des choses mises en scène, etc. Mais il y a toujours un côté subjectif dans nos photographies. Et finalement, elles servent. Elles servent à quelque chose. Le Cette subjectivité subjectif devient esthétique, ouais. objectif dès que tu vois que la maison à droite, elle est aussi grande que l'église. Ouais, exactement. Alors, après, avec une sorte de parti pris de la photo, parce que on est beaucoup à faire de la photo et on sait que on pourrait, en changeant de focale, en changeant d'angle, de point de vue, faire en sorte que l'église tout d'un coup redevienne plus importante par rapport au bâtiment. Donc, il y a, mais je trouve vraiment ce document en particulier, c'est pour ça que je le cite aujourd'hui, je le trouve vraiment intéressant et ça me fait comprendre que toutes ces photos que l'on a vues, celles que l'on peut réaliser nous-mêmes, elles ont un sens, même voilà, à travers une démarche esthétique, plasticienne, peu importe, qui pourrait être des choses jugées hors sujet dans une démarche d'une politique publique. Bah non, là, elle l'est, clairement. Je vous enverrai aussi, bien entendu, les liens vers les observatoires paysagers, qui sortent bien entendu beaucoup de la photo, qui sont vraiment super, super intéressants. Ça a été vraiment une belle découverte. Toujours dans cette conclusion, dans les choses qui se font vraiment dans la création très contemporaine, bien entendu, on parle de paysages naturels, on parle de paysages urbanisés ou industriels. La question de l'écologie, qui est voilà, un sujet central, c'est rien de le dire. Je vous montre en feuilletant ce numéro de Fisheye. Donc là, il y avait tout un dossier, un portfolio collectif de photographes qui amène justement cette dimension esthétique aux propos écologiques. On retrouve Bertrand Stofflet qui est dans la mission Grand Est et qui était dans France Territoire Liquide aussi. Voilà, donc là, ce sera effectivement tous les liens que je vais vous donner après. Et je pense qu'il est temps de conclure sur ce que l'on vient de se dire. Voilà, pour moi, ce qui est important, effectivement, c'est ce côté véritablement utile de l'esthétique de la photographie. On voit que ça vient pas de nulle part, hein, ça vient de... On peut remonter effectivement jusqu'à même plus loin que le XVIIIe siècle. Hein, la peinture de paysage, c'est un des très grands classiques de la peinture moderne. Ça fait partie des premières choses que l'on peint, à côté certes des portraits, des scènes mythologiques, des scènes historiques. On peint des paysages qui sont aujourd'hui même des documents hyper intéressants parce que ça nous permet de voir, même s'il faut faire attention dans une peinture, ça peut être inventé, ça peut être interprété, comment était un paysage à un endroit au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe. Le médium photographique, finalement, vient apporter un procédé technique, vient apporter des capacités à diffuser plus largement l'image, mais dans sa création elle-même d'image, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup changé. Et jusqu'à aujourd'hui, aux images que je viens de vous montrer, voilà, où il y a toujours des très beaux travaux de couleurs, de composition. Voilà, ce sera le mot de ma conclusion, c'est que l'esthétique a un vrai sens aujourd'hui dans la photo de paysage, même si elle est documentaire et que le document a besoin d'une objectivité et d'une sincérité.